Mesdames, Messieurs, bonsoir. En attente de verdict dans le procès du crime de Crucheret, jugé en appel à Orléans, l'acquittement a été demandé aujourd'hui par les avocats des accusés du meurtre d'Yvonne Latron. Il s'agit de la nièce Elisabeth Latron et de Steven Barillet. Les réquisitions, elles, sont tombées ce matin. 30 ans demandés pour le jeune homme, 20 ans pour la nièce. Les circuits courts, on nous en parle régulièrement. Manger ce qui est produit à côté de chez soi, c'est positif pour l'économie locale, pour l'écologie. Mais peut-on réellement acheter local dans son commerce de proximité? Nous verrons que des actions sont menées auprès des commerçants dans un souci de pédagogie. Et puis bientôt, une brasserie pour le Tour FC à l'image de ce qui se fait dans d'autres villes. Le club de foot de Tours se diversifie et tente de conquérir ou de reconquérir le cœur des Tourangeaux qui se déplacent assez peu au stade pour voir les matchs. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce journal. L'actualité ce soir, elle est d'abord judiciaire. Le verdict dans le procès en appel du crime de Crucheret est attendu ce soir. Elisabeth Latron et Steven Barillet comparaissaient une nouvelle fois, cette fois-ci devant la chambre de l'instruction d'Orléans. Ils sont accusés du meurtre d'Yvonne Latron. En décembre 2008, ces septuagénaires avaient été retrouvés étranglés à son domicile. Les deux accusés avaient été condamnés par la cour d'assises du Loir-et-Cher à 25 ans et 15 ans de réclusion criminelle. Alors, à Orléans, les réquisitions sont tombées ce matin. Sur place, Sabrina Meloult avec Anaïs Michaud. 20 ans pour Elisabeth Latron, 30 ans pour Steven Barillet. Voilà les réquisitions faites par l'avocat général. C'est 5 ans de moins pour la nièce d'Yvonne Latron, mais 15 ans de plus pour le jeune Steven Barillet. Vous l'aurez compris, ce procès aura connu de multiples rebondissements. Je vous propose d'écouter la réaction de Maître Morin, l'avocat du jeune Steven Barillet. Nous sommes en présence d'un meurtre d'une personne âgée, le dossier est difficile, les réquisitions sont un choix du parquet. Je n'ai pas de commentaire à faire en ce qui me concerne. Mon client a toujours contesté les faits, donc je vais plaider l'acquittement. Pour Maître Morin, Steven Barillet n'avait aucune raison de commettre ce meurtre. L'absence de mobile, voilà le cheval de bataille de sa plaidoirie. Pour l'avocat d'Elisabeth Latron, sa cliente a menti longtemps. Elle a mal menti pour se protéger de ce qu'elle a fini par révéler à la cour d'assises d'appel. Oui, a-t-elle déclaré, j'ai extorqué des chèques à ma tante. Des aveux sur lesquels la cour d'assises d'appel ne peut pas se prononcer. Juridiquement, la cour d'assises est tenue par l'ordonnance de mise en accusation et elle ne peut pas y ajouter d'autres qualifications. C'est-à-dire que la question de l'extorsion avec arme, elle ne peut pas juridiquement être posée. Les seules questions qui seront posées, c'est le meurtre ou la complicité de meurtre. Ce qui place tout le monde dans une situation compliquée, parce que ce que reconnaît Elisabeth Latron, il n'y aura pas de question par rapport à ça. Et ça nous contraint, effectivement, ça me contraint à plaider un acquittement que je n'aurais pas souhaité dans l'absolu. Pour l'avocat de la partie civile, Elisabeth Latron et Steven Barillet sont co-auteurs du crime de Crucheret. Pour Maître Labbé, c'est une extorsion qui a mal tourné. Elle a, livré une part de vérité. Part de vérité que moi je recherche en tant qu'avocat de la partie civile et à laquelle je ne croyais plus. Donc on a eu cette part de vérité et je pense que de ce point de vue-là, le ministère public, l'avocat général en tire les conséquences en réclamant une peine moins importante contre Elisabeth Latron. Je suis innocent, c'est ce que continue de clamer Steven Barillet au moment même où le jury est en train de délibérer. Mais avec ces nombreuses zones d'ombre, les délibérations s'annoncent particulièrement difficiles. Oui, verdict donc attendu ce soir. En bref, un accident mortel dans le Loir-et-Cher à Chahon vers La Motte-Beuvron. 2 personnes sont décédées, un adulte et un enfant. Il s'agit d'une fillette. Leur véhicule est allé s'encastrer contre un poteau électrique. Cela s'est passé ce matin vers 10h30. On s'arrête maintenant sur une tendance en matière d'écologie ou de développement durable, les fameux circuits courts, c'est-à-dire le fait de consommer ce qui est produit à côté de chez soi. Mais bien souvent, votre commerçant de proximité lui-même achète ses produits bien plus loin, d'où cette idée des chambres d'agriculture et de métier. Elles organisent des visites d'exploitation avec des futurs professionnels du commerce. Reportage chez un éleveur bovin de La Chapelle-sur-Loire, Aurélie Renaud. Dans quelques années, ces apprentis bouchers ouvriront peut-être leur propre commerce. Et pour garantir fraîcheur et qualité de leurs produits, le circuit court semble tomber comme une évidence. Volontaires pour valoriser les produits locaux, ils le sont, mais pour s'approvisionner localement, il va falloir apprendre. C'est du temps,
en plus, et c'est pas la même facilité que de recevoir la marchandise directement à l'entreprise et puis attendre, quoi. Pour reconnaître une bête, il faut toucher à certains endroits pour voir les boules de graisse en fait qui sont sur l'animal, et donc il faut vraiment connaître ces endroits à toucher, savoir si la graisse va être bonne, si elle va être en quantité suffisante, de bonne qualité, etc. Approvisionner les artisans bouchers du département aura été le leitmotiv de Claude Essard durant 40 ans. Pour lui, le circuit court, c'est proposer de la qualité dans l'assiette, mais c'est également préserver les filières agricoles. Bon, aujourd'hui, mon exploitation, si elle ne restait pas en élevage, c'est 100 hectares de prairies qui vont être labourées. On arrache toutes les haies, on enlève toutes les clôtures et puis on fait de la céréale comme tout le monde. Puis après, on vous dit, on est dans la bosse. Après la filière bovine, les futurs artisans découvriront une autre richesse locale avec la visite d'un élevage porcin, le fameux Roi Rose de Touraine qui sert entre autres à la fabrication des rillettes de Tours. Nous avions parlé de cette initiative du journal Le Monde. 8 de ses rédacteurs envoyés en province pendant un an avec la tâche de recueillir des témoignages et d'alimenter un blog. Un livre compile maintenant tout ce travail journalistique et l'un de ses rédacteurs avait atterri à Saint-Pierre-des-Corps. Nous l'avons rencontré une nouvelle fois à l'issue de cette année passée en Touraine. Voici son bilan de l'expérience. Jérôme Alain. Un voyage hexagonal aux multiples facettes, polyphonique et protéiforme. C'est Frédéric Pottet qui résume ainsi la sortie du livre Une année formidable en France et consacré à 100 portraits de Français rencontrés dans 8 villes de l'Hexagone. Une expérience unique menée par Le Monde pour radiographier le pays à l'occasion de la campagne des présidentielles. Il en ressort des centaines de rencontres et plus d'1 million de visites sur le blog. On a vraiment le sentiment de creuser et voilà, de ne pas se tromper. C'est peut-être un peu immodeste ce que je dis, mais en tout cas les vertus de l'immersion journalistique sont celles-ci. C'est-à-dire qu'on va vraiment s'intéresser à ce qui fait l'essentiel de la vie des gens. Le livre Une année en France, ce sont 640 pages. 640 pages de tranches de vie, d'histoires et de photos, comme le portrait du gardien du cimetière de Saint-Pierre ou celui du boulanger-pâtissier de la rue Rosenberg, ancien chocolatier de l'Élysée. Bref, une matière foisonnante d'une diversité humaine que Frédéric Pottet a captée à travers une immersion quasi totale de 12 mois. Quand le blog s'est arrêté, donc en juin, il y a eu un gros moment de tristesse, évidemment, qui était partagé par tous les autres rédacteurs, journalistes du journal qui avaient un blog dans une ville comme cela. Et chez moi, en tout cas, c'est manifesté presque l'envie de rester, c'est-à-dire parce que j'avais encore plein de sujets à faire, que je n'avais pas eu le temps de faire. Et je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais pas continuer moi-même encore un petit peu. Finalement, le blog sur Saint-Pierre-des-Corps va continuer grâce aux étudiants en journalisme de l'IIT de Tours. Quant au Monde, il lance un nouveau blog alimenté par la rédaction sur une thématique unique consacrée à la crise et disponible à la lecture dans la version papier du journal. Une année en France, ce sont aussi des web documentaires inspirés de cette expérience, déclinés sous forme de portraits de 6 à 9 minutes, tournés dans les 8 villes françaises. Le Tour FC à la conquête ou à la reconquête des Tourangeaux. Le club de foot de Tours lance sa brasserie à l'image de ce qui peut se faire dans les autres villes. Le club continue ainsi son entreprise de diversification. Brian Bock. Comme l'OM Café à Marseille ou l'OL Café à Lyon, Tours aura bientôt sa brasserie propre au Tours Football Club. À l'endroit même du CTRO, le siège du TFC, le futur restaurant-brasserie devrait ouvrir ses portes d'ici 1 mois et demi. L'idée, c'était d'avoir un espace quand même tout à fait intéressant avec des grandes baies vitrées qui donnent sur les terrains d'entraînement, des endroits un peu plus conviviaux quand il y aura besoin pour certains de nos partenaires ou de nos clients. Comme vous le voyez, une grande terrasse qu'on espère utiliser au beau jour et le plus souvent possible, qui nous permettra toujours pareil, dans ce souci d'accroître en permanence la convivialité, le contact avec nos partenaires, nos joueurs, le monde sportif local. Ce restaurant, dont le nom est encore tenu secret, pourra accueillir quelques 60 couverts à l'intérieur. Quant à la toute nouvelle terrasse, elle pourra recevoir également 60 couverts pendant les beaux jours. Mais l'objectif de ce tout nouveau concept tourangeau est de créer un lieu de rencontre et un lien entre le TFC et les amoureux du sport. On a besoin de placer le Tour FC au cœur du territoire et on a envie de faire de cet endroit un lieu où quand on pense au sport, quand on pense aux retransmissions, quand on a envie de croiser des sportifs, des dirigeants, quand on a envie de voir un match de volley qui est retransmis à la télé, un match de hockey, un match de hand, le Tour de France, un match de foot, on se dit bah tiens on pourrait aller le voir dans une ambiance conviviale en venant déjeuner dans ce restaurant.
Le thème principal restera tout de même le football aux couleurs du TFC, avec des plats et des menus associés à des noms de joueurs. À jouer les tours, on se prépare à accueillir le 8e Open de Touraine des internationaux de tennis féminin. C'est du 5 au 14 octobre. Alors on est loin de Roland-Garros, mais il s'agit de haut niveau. Des préqualifications ont cependant déjà commencé, ouvertes, elles, à tout niveau. Reportage au tennis de Saint-Père. À jouer les tours, Romain Delville. Mercredi, c'est jour d'école de tennis au TC Jocondien. Et sur ces mêmes cours des Saint-Père, quand arrive le soir, se jouent les préqualifications du 8e Open de Touraine. C'est la force du TCJ, mêler l'apprentissage de la petite balle jaune au haut niveau féminin. Ce qui est intéressant pour nous d'avoir ce tournoi WTA au club, c'est de permettre de montrer justement à ces jeunes que ce niveau-là est accessible, qu'ils peuvent le voir, que ce sont des championnes qui peuvent voir, alors que Roland Garros, souvent, ils le voient à la télévision. Donc c'est pas toujours simple de s'identifier à ces joueurs-là ou à ces joueuses-là. Et là, le fait que ce soit à la maison, nous, l'objectif, c'est que les petits viennent voir et que ça leur donne envie de jouer comme elles, quoi, en fait, hein, tout simplement d'atteindre ce niveau et de se rendre compte que c'est possible de jouer comme ça dans un club normal. Un club normal pour un niveau de compétition de plus en plus élevé. Avec la disparition en France de tournois dotés à 75 000 $, les tenniswomen qui veulent grimper au classement WTA sans se casser les dents sur les tournois à 100 000 se tournent naturellement vers l'Open de Touraine doté de 50 000 $. On a en tête d'affiche la numéro 83, suivent derrière une Française qui est Mladenovic, qui est 96, et ce qu'on appelle le cut, c'est-à-dire la fermeture au bout de la 26e, on doit finir à 150 ou 160, ce qui est un tableau tout à fait correct, encore une fois, pour ces internationaux. 17e édition du tournoi, 8e Open de Touraine de stature internationale. Le tennis club jocondien, c'est comme la vitrine du tennis féminin dans le département est fragile. Espérons qu'elle ne se brise pas pour le haut niveau et pour la jeunesse. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans un instant, on vous parle d'Europe Écologie Les Verts et de sa situation par rapport au Parti Socialiste. C'est avec l'invité de la rédaction qu'on en parle. Restez avec nous.